Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, les vraies fausses histoires. Je suis Mathias. Et je suis Charles. Nous sommes vos hôtes le temps de ce podcast. Ce soir, nous allons vous raconter une nouvelle fois une histoire inquiétante et pleine de mystères. Est-elle vraie, est-elle fausse? Ça, on vous le dira après. En ce beau printemps, nous vous proposons d'aller faire une balade en forêt, mais pas dans n'importe laquelle. Une forêt dense, sombre et pleine de mystères qui donne des frissons. Allons sans plus attendre nous perdre ensemble dans la forêt d'Aokigahara. Les contes et les comptines nous ont toujours appris à nous méfier de la forêt et de ce qui se cache dans ses recoins les plus sombres. On nous l'a chanté dans notre enfance. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait, mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. Mais est-ce vraiment le loup qui nous fait courir le plus grand danger? Parfois, il n'y a pas besoin de bêtes aux grandes dents pour disparaître à jamais entre les arbres. Il est déjà tard ce 25 janvier 2010 lorsque Sarah Vert pose ses valises dans un hôtel de Fuji-Yoshida à une centaine de kilomètres de Tokyo. Sarah a 24 ans et elle est ici dans un but précis. Si elle a traversé le Pacifique pour aller au Japon, c'est pour enquêter sur un des lieux les plus hantés au monde, la forêt d'Aokigahara. Cette forêt dense et sombre qui s'étend au pied du mont Fuji fait frémir tous les amateurs de paranormal, mais pas Sarah Vertz. Des histoires étranges, elle en a déjà entendu des centaines, et elle s'est fait une spécialité de les vérifier. Sarah est déjà partie sur les traces du Chupacabra en Amérique latine. Elle a dormi dans des hôpitaux psychiatriques désaffectés et elle a même essayé d'entrer en contact avec des poltergeists. Des aventures qu'elle a toujours racontées, avec l'esprit le plus critique possible, sur son blog. Cette fois, c'est une grande aventure qui l'attend. Puisqu'il est impossible d'avoir du réseau au sein de cette grande étendue inquiétante, Sarah a décidé de partir en immersion pendant une semaine. L'idée est de tenir un journal de bord, de prendre des photos et publier le tout à son retour. Avant de partir, elle s'est renseignée sur son sujet. Surnommée la forêt des suicides, Aokigahara est un des lieux les plus prisés par les Japonais qui veulent sauter la vie. Il n'est donc pas étonnant d'y trouver, selon les légendes locales, de nombreux esprits. On dit qu'on peut y entendre, à la nuit tombée, les cris lancinants des yurei, les fantômes des âmes damnées. Maruyama Okio, un voyageur japonais lui aussi de passage dans la région, est sans doute la dernière personne à avoir rencontré Sarah Vertz avant son entrée dans la forêt d'Aokigahara. Il a raconté au quotidien Tokyo Shinbun qu'il était présent ce 20 janvier 2010 dans l'hôtel de Fuji Yoshida et qu'il avait pu discuter avec la jeune américaine. Ils avaient sympathisé, bu quelques bières, et la discussion avait évidemment fini par dériver sur la forêt. Maruyama raconte que Sarah était impatiente d'aller vérifier par elle-même les mythes qui l'entourent. Il a essayé de la dissuader d'y aller seule. Il l'a mise en garde sur ses dangers, mais rien à faire. Le lendemain matin, Sarah prenait le volant de sa voiture de location et se dirigeait vers la sombre mer d'arbres. La suite, on la connaît grâce au journal de bord de Sarah Vertz, dont des extraits ont été diffusés dans la presse. Le 21 janvier 2010, Sarah arrive aux abords de la forêt. Et d'emblée, quelque chose attire son attention. Des panneaux, disposés le long de la route, incitent les personnes aux pensées suicidaires à composer un numéro de téléphone pour demander de l'aide. Le Japon est un des pays avec le plus fort taux de suicide et cette forêt est un des lieux les plus prisés pour se donner la mort, écrit Sarah Vertz dans ses notes. Pas sûr que ces panneaux dissuadent grand monde, vu les dizaines de corps qu'on y trouve chaque année. Le premier jour, l'exploration se passe bien. Sarah avance entre les arbres en évitant les crevasses, prend des photos, note ce qu'elle voit et s'imprègne de l'atmosphère des lieux. La forêt est extrêmement dense, note-t-elle. Il fait sombre et les formes des arbres inquiétantes rendent l'ambiance pesante et mystique. Il n'est donc pas étonnant, selon elle, que des personnes puissent penser croiser des fantômes. D'autant plus que les nombreux objets laissés un peu partout à l'abandon par les suicidaires donnent l'étrange impression de ne jamais vraiment être seuls. Alors qu'elle passe sa première nuit dans la forêt d'Aokigahara, Sarah entend un bruissement non loin de sa tente.
Est-ce seulement le vent ou bien autre chose? Inquiète, elle repense au Yurei qui entrait ses bois, mais chasse vite cette idée. Prenant son courage à deux mains, elle décide d'aller voir d'où vient le bruit, en espérant fortement qu'il ne s'agit pas d'un animal sauvage. Sarah s'approche le plus silencieusement possible, en guettant à la faible lumière de la lune l'endroit d'où provenait le bruissement. Soudain, dans l'ombre, elle distingue au loin une silhouette humaine accroupie. Paniquée, elle se fige instantanément et commence à reculer, tout doucement. Elle pense savoir à quoi elle a affaire. En préparant son voyage, elle a lu que des pilleurs venaient régulièrement dans la forêt, à la nuit tombée, pour récupérer les objets précieux et les portefeuilles laissés par les personnes qui se sont suicidées. Préférant éviter une mauvaise rencontre, elle retourne dans sa tente et s'enferme dans le silence. Le lendemain matin, après une nuit presque blanche, Sarah reprend son exploration. Le long du chemin, elle voit encore des tentes abandonnées et des affaires en vrac. Alors qu'elle arrive au cœur de la forêt, un arbre en particulier attire son attention. En s'approchant, elle constate qu'il est entouré de cordes. Sans doute de la paille de riz, note Sarah dans son carnet. Dans certains cultes japonais, on entoure les arbres sacrés de cordes de paille de riz. Un autre aspect mystique de la forêt d'Aokigahara dont elle aurait sans doute parlé dans son article si elle avait eu une chance de l'écrire. Au début du mois de mars 2010, un randonneur retrouve le corps de Sarah Wertz pendu à un arbre. La dernière entrée de son carnet de bord date du 22 janvier 2010, au soir. Le vent souffle encore une fois très fort cette nuit, écrit Sarah. Je comprends d'où peuvent venir ces histoires de fantômes qui hurlent entre les arbres. Le sifflement du vent qui s'engouffre dans les branches fait travailler l'imagination. Mais soyons clairs, rien de tout ça n'est réel. Quelques lignes plus loin, le ton est moins sceptique. J'ai entendu un bruissement près de la tente. J'ai passé une tête à travers l'ouverture et j'ai vu, face à moi, un grand oiseau perché sur un arbre. Cela devrait me rassurer, mais ce n'est pas le cas. L'oiseau est vraiment énorme. Une taille totalement anormale. Grand comme un homme. Comme un homme, mais avec un bec qui luisait sous la lumière de la lune. Sarah Wertz est-elle morte cette nuit du 22 janvier ou quelques jours plus tard? Cela n'a pas été déterminé. Sa tente a été retrouvée à une cinquantaine de mètres de son corps, avec le carnet à l'intérieur. Juste après ces dernières lignes, tracées dans la précipitation, on peut voir l'inquiétant dessin d'un homme à tête d'oiseau. Alors, cette histoire est-elle vraie ou fausse? Il est l'heure de vous donner la réponse. Sarah Wertz n'a jamais existé. Nous l'avons entièrement inventée. On n'a jamais retrouvé de blogueuse américaine avec un carnet parlant d'un démon ailé dans cette forêt. Et nous avons toutefois raconté beaucoup de choses réelles sur cet endroit mystérieux qui attire chaque année les suicidaires et les curieux. La forêt d'Aokigahara est un des lieux au plus fort taux de suicide dans le monde. Avec plus de 100 corps retrouvés par an en moyenne, avec parfois des pointes à 200 morts, elle est juste derrière le Golden Bridge de San Francisco. Un phénomène qui s'explique principalement par deux choses. Premièrement, le Japon est un des pays où l'on suicide le plus, et deuxièmement, ce lieu en particulier est depuis toujours associé à la mort. Comme l'expliquait à Slate Reimi Skochimaro, maître de conférences en langue et civilisation japonaise, la forêt d'Aokigahara a longtemps été, je cite, un lieu privilégié pour déposer les personnes âgées en fin de vie. À la fin du 19e siècle, on y tuait également des nouveau-nés pour, je cite encore, réguler la population. Un lieu à la sinistre réputation qui a par la suite attiré des meurtriers voulant se débarrasser des corps de leurs victimes, mais aussi les suicidaires. C'est à la fin des années 50 que la forêt d'Aokigahara devient réellement la forêt des suicides. De 1958 à 1960, Seicho Matsumoto, un auteur de polar à succès du Japon, a publié son Kuroi Jukai dans un grand magazine féminin. Il s'agissait d'un feuilleton dans lequel on suivait l'histoire d'amour impossible entre deux personnages qui finissaient par se donner la mort dans la forêt. Si l'œuvre est quasi inconnue à l'étranger,
Elle a connu un vif succès au Japon. Une adaptation en film est sortie dès décembre 1960, et plusieurs téléfilms ont suivi au fil des décennies, toujours très remarqués. La version de 1986, par exemple, diffusée en prime time un samedi soir, a attiré plus de 20% de téléspectateurs. Un deuxième livre a fait d'Aokigahara une destination prisée par les personnes souhaitant mourir. L'auteur Wataru Tsurumi a sorti en juillet 1993 un manuel du suicide, un ouvrage de 198 pages dans lequel il décrit 11 méthodes pour en finir de l'overdose à la défenestration, en passant par les meilleures techniques pour se tailler les veines. Si l'auteur a toujours assuré que son livre était neutre et n'incitait pas les gens à se suicider, il a tout de même fait polémique. Lorsqu'il a été retrouvé près de personnes s'étant ôté la vie, certaines préfectures du Japon l'ont interdit à la vente pour les jeunes. Et cela n'a pas empêché le manuel du suicide de s'écouler à plus d'1 million d'exemplaires. Dans le livre, la pendaison est décrite comme une des meilleures méthodes et Aokigahara est considéré comme un lieu parfait pour disparaître. Pas étonnant donc de retrouver autant de pendus dans cette forêt. Bien sûr, le gouvernement japonais essaie de limiter la chose. Sur les routes qui mènent à Aokigahara, on trouve réellement des panneaux qui incitent les suicidaires à reconsidérer leur choix et à appeler des hotlines de type SOS Suicide. Mais Aokigahara n'est pas uniquement la forêt des suicides. Elle est entourée d'une aura mystique, et plusieurs créatures du folklore japonais y auraient élu domicile. En premier lieu, il y a évidemment les Yorei, les fantômes de ceux qui sont morts dans la forêt. Et vu le taux de mortalité entre les suicidaires et les victimes d'accidents de randonnée, il y en a énormément. D'autres histoires évoquent la présence, comme dans d'autres forêts inquiétantes, d'énormes chauves-souris cannibales, de gobelins et de monstres en tout genre. Et puis il y a aussi le Tengu, c'est cette créature qui a inspiré notre monstre à tête d'oiseau. Croisement entre un homme et un corbeau, il vit dans des arbres similaires à celui que nous vous avons décrit précédemment, des arbres sacrés entourés de cordes de paille de riz. S'il n'est aujourd'hui pas considéré comme un être maléfique, ce kami des montagnes et des forêts a longtemps été craint. Dans les contes et légendes les plus anciens, ils étaient des esprits malins qui trompaient les voyageurs égarés, parfois jusqu'à la mort. C'est le funeste destin que nous avons réservé à notre pauvre Sarah Verte. Il est donc maintenant venu temps de discuter de cette histoire qu'on vous a racontée, en compagnie toujours de, de Mathias. Bonjour. Bonjour. Et donc, Mathias qui s'est passionné pour cette forêt d'Aokigahara. Forêt dont on dit qu'on y entre, mais qu'on n'en ressort jamais. Pourquoi, Mathias, les yeux dans les yeux, pourquoi dit-on ça ? Eh bien c'est simple, Jamy. C'est parce que cette forêt est déjà très étrange en elle-même. C'est vrai que moi, quand on avait vu plusieurs... Enfin, moi j'ai vu un film là-dessus qui s'appelait The Forest avec Nathalie Dormer, qui est d'une qualité moyenne, on en parlera plus tard. Et j'avais écouté plusieurs émissions sur le sujet, notamment une d'Exo7 qui parlait de la forêt d'Aokigahara, et ça m'avait assez passionné. Je m'étais dit, putain, elle a l'air étrange cette forêt. Donc j'ai voulu me renseigner là-dessus, et sur pourquoi est-ce qu'elle avait ce caractère aussi étrange. Donc on en a parlé, il y a donc le côté très lié à la mort, où on laissait les gens à l'abandon, les vieux et les bébés. Oui, le côté historique en fait, Côté historique. L'histoire du lieu déjà qui en soi est pas cool. Mais il y a aussi tout ce qui est géographique en fait. C'est une forêt qui est très étrange puisque donc elle a poussé sur une coulée de lave au 9e siècle, donc sur les bords du mont Fuji. Et en fait, les métaux qu'il y a dans la roche volcanique brouillent notamment les boussoles, et c'est pour ça qu'on peut s'y perdre facilement, parce que les GPS ne fonctionnent pas à cause de la densité des arbres, et que les boussoles sont détraquées à cause de ce qu'il y a dans le sol. Donc c'est facile de se perdre si on sort du sentier, parce qu'il y a des sentiers qui sont balisés quand même dans la forêt. On peut y aller, en fait c'est certaines zones qui sont interdites au public, et c'est dans ces zones-là qu'on retrouve le plus de corps. Dans les parties balisées, ça va encore. Il n'y a pas des corps qui pendent de chaque côté du sentier. Non, voilà, il faut vraiment s'enfoncer à l'intérieur pour en trouver. Mais c'est vrai que voilà, quand on s'enfonce, on retrouve souvent déjà des gens qui sont suicidés, mais aussi des randonneurs qui se sont égarés, qui sont morts, qui sont parfois tombés dans des crevasses, puisque le sol est quand même par endroits assez trompeur, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'il est plat, et en fait il y a des crevasses, donc c'est assez facile de tomber dedans et de ne plus jamais en sortir, puisqu'il n'y a pas toujours des gardes forestiers qui passent par là. Ouais. Donc il y a aussi ça, il y a aussi cette grosse partie d'accidents qu'il y a aussi chaque année. Il n'y a pas que des gens qui se suicident à Aokigahara, même si c'est effectivement un lieu prisé, quoi. Ouais, super. C'est très impressionnant. Vous disiez,
entre 100 et 200 personnes par an retrouvées là-bas. Il y a eu des pointes Ça fait, à plus de 200 personnes, c'est assez impressionnant. C'est incroyable, ça fait plus de 2 personnes. Bah ouais, ça fait, Enfin, oui, ça fait beaucoup de monde et ça fait aussi Ça. beaucoup de gens qui sont donc fascinés par cet attrait Ouais. un peu morbide de la forêt et qui vont s'y balader. Donc il y a ceux qui vont juste essayer de s'imprégner de l'atmosphère un petit peu très particulière, parce que c'est vrai que ces arbres qui cachent en grande partie la lumière du jour, donc on est dans une espèce de pénombre assez régulièrement dans cette forêt, avec un relief très accidenté puisque c'est sur une ancienne coulée de lave. En fait, c'est un lieu, donc voilà, on veut voir l'ambiance, puis t'as aussi ceux qui y vont pour faire du contenu, c'est-à-dire que nous, dans notre histoire, on a parlé d'une journaliste, blogueuse qui fait un article. Ça, c'est plus ou moins inspiré des gens qui le font vraiment, puisqu'il faut savoir que chaque année, il y a de nombreux youtubeurs, des apprentis chasseurs de fantômes, des amateurs d'exploration urbaine, des gens qui font de l'urbex et qui aiment bien aussi aller vraiment en pleine nature, vont souvent dans cet endroit. Il y avait eu un documentaire de Vice qui était sorti en 2010, qui était particulièrement frappant, où ils étaient à l'intérieur avec un géologue qui donc connaît très bien la forêt, et qui leur montrait voilà, les endroits où les gens allaient se suicider, où il y en avait beaucoup, donc ils en croisent, hein, donc c'est pas un documentaire... Enfin voilà, il faut s'accrocher un petit peu, voilà. Ah ouais. C'est Vice, hein, donc Ouais. c'est pas bon enfant hein, comme ambiance, c'est assez rugueux, donc il faut s'accrocher par moment. Donc voilà, pas mettre devant tous les yeux, mais le documentaire était vraiment saisissant, quoi. Et autre chose, pas un documentaire du coup, mais ce qu'on a dit tout à l'heure, le film qui est sorti en 2016, qui s'appelle La Forêt, du coup. La forêt avec Nathalie Dormer, Avec- qu'on ouais, connaît ouais. principalement pour Game of Thrones, qui joue Reine Marjorie. Oui. Tyrell. C'est ça. Et le réalisateur, Jason Zada, qu'on connaît, nous, pour The Houses October Built. Alors merci de l'avoir prononcé, déjà. Oui, c'est un film qui est plutôt flippant dans son genre, hein, si vous voulez le regarder. Je conseille de le trouver. Le pitch est assez simple dans celui-là aussi. C'est des gens qui veulent aller... Donc c'est tourné un peu façon documentaire. C'est des gens qui veulent aller dans les maisons hantées les plus hardcore des États-Unis. Donc c'est des trucs vraiment vraiment hyper chauds. Il y a un gros phénomène aux States de la maison hantée hardcore. C'est-à-dire que c'est des gens qui te tabassent et tout. Donc tu signes une décharge en disant ouais d'accord, je suis d'accord pour qu'on me tabasse. Je suis d'accord pour qu'on me fasse des trucs chelous, pour qu'on me touche, tout ça, parce que normalement dans les maisons hantées on te touche pas, tu vois. Enfin, Ouais. sauf la plupart du temps, le deal c'est on te touche pas, on te fait juste peur, voilà. Là c'est vraiment de la peur extrême, on est dans des délires à l'assaut, tu vois, enfin, vraiment des trucs chauds. Ah mince. Donc là le film The Houses October Built, c'est un groupe de mecs qui sont fascinés par ce genre de trucs, qui décident d'aller chercher la plus hardcore. Et en fait ils se rendent compte qu'il y en a un qui est genre itinérant, et qui te retrouve en fait. C'est au moment où tu t'y attends pas, qui viennent te chercher. Mais on l'a pas vu ensemble en fait ce film. Alors moi je me souviens l'avoir vu, mais je me souviens plus dans quelles circonstances, mais j'étais pas très net quand je l'ai vu. C'était pas très net. Je pense qu'on avait dû boire quelques bières si on l'avait vu ensemble. Et oui, il y a notamment un des personnages qui est ultra flippant, c'est un peu genre une gamine avec une tête de poupée qui fait super flipper et qui les suit, et qui ne parle pas. Et qui les suit régulièrement. Et en fait, au fur et à mesure, il va se passer des choses. Ils sont un petit peu, en quelque sorte, traqués par ce... Et eux, ils sont dans une sorte de camping-car ou un truc comme ça. Exactement. En fait, Oui. ils parcourent les On l'a États-unis vu. dans un camping-car. Et voilà. Tu Je- n'en as pas beaucoup de souvenirs, Non, j'en ai visiblement. pas. Non, j'en ai pas. Moi, il beaucoup m'avait de marqué souvenirs, parce c'est qu'il y avait vraiment des À un moments de moment, gros coups de pression. Elle est devant les phares. Oui, Il tout y à a fait. des gens après qui commencent à arriver ou un truc comme ça. C'est non ça, et Ouais. c'est un petit peu Ouais, le ouais. moment où ils se font vraiment du coup kidnapper pour le truc. Ah oui, si, je m'en souviens. Et c'est une grosse montée en pression au début du film parce que en fait ils font des maisons hantées de plus en plus flippantes, des trucs de plus en plus hardcore. Et là arrive le climax où en fait ils se font rattraper par ces gens-là. Ouais. Et là voilà, je spoile pas le reste du film qui est d'une qualité plutôt moyenne, un petit peu comme The Forest, qui est... Moi j'avais beaucoup aimé le principe. Et après voilà, l'exécution est un petit peu moins... Voilà, le final est un peu bâclé, mais ça reste un film sympa à voir quand même. C'est un peu pareil pour The Forest, enfin c'est pareil pour ces deux films, j'ai l'impression, parce que pour l'avoir vu il y a pas longtemps. Donc pour rappeler quand même l'histoire autour et vous recontextualiser un peu tout ça, donc le film traite de l'histoire de deux jumelles, donc Jess et Sarah Price, qui sont des jumelles nord-américaines. Toutes les deux incarnées donc par Nathalie Dormer. Voilà, ça, toutes les deux. Avec d'ailleurs, parenthèse, mais des effets spéciaux tout à fait acceptables en ce qui concerne les scènes où elles sont, où les deux jumelles sont réunies. Oui, c'est vrai que J'ai pas été choqué à un seul moment, ce qui est plutôt pas mal.
Et donc voilà, il y en a une qui en fait a vu la... Alors attention, spoil. Oui, bah, comme d'habitude dans Attention, cette émission, spoil. il y a du spoiler. Hein. Qui a assisté à la mort de ses parents. L'autre était derrière, elle s'est cachée les yeux. Donc Sarah était derrière, s'est cachée les yeux. Jess a vu ses parents morts et ça l'a beaucoup traumatisée. Elles avaient 8-9 ans à ce moment-là. Et du coup, ça va modifier en fait les deux jumelles qui sont en tout point identiques, vont avoir deux parcours finalement très différents à partir de cette expérience. De cette expérience très traumatisante, voilà, on peut le dire. Complètement traumatisante. Et donc du coup, Sarah, on comprend que Sarah enfin, elle est mariée, c'est pas qu'on comprend, elle est mariée, elle a une vie relativement stable. Jess, en l'occurrence, c'est un petit peu plus compliqué, elle se cherche, voilà, et du coup, elle est partie au Japon. On lui a proposé un poste d'enseignante au Japon, qu'elle a accepté. Elle part au Japon, et un jour, on annonce à Sarah que Jess est allée dans la fameuse forêt d'Aokigahara, et que ça fait 4 jours, et qu'on n'a plus de nouvelles. Et donc du coup, elle va partir à sa recherche en prenant le premier avion pour essayer de Exactement, retrouver elle sa saute sœur. dans le premier avion. Et là, du coup, alors le film, pour en faire la critique rapide à partir de ce moment-là, là, tout ce que je viens de vous raconter, c'est les premières minutes, ça va très vite. Dire que le coup de la mort des parents, on le comprend après, mais ça va très vite. Et elle se retrouve voilà, au Japon, au bout de moins de 10 minutes de film, elle est au Japon. Et je me souviens bien, à partir du moment où on entre dans la forêt, ça commence à devenir très lent en termes de rythme. Oui et non, c'est-à-dire que on entre dans la forêt très rapidement, parce qu'il y a quelques scènes où elle rencontre l'enseignante remplaçante de sa sœur, voilà, où elle est dans le bar, mais en fait, il y a... Elle rencontre il y a trois un plans, garde hein. forestier qui va l'accompagner aussi au Ouais, début. ouais, mais sur Tokyo, il y a 3 plans. Hein. C'est hyper rapide, elle est dans une voiture, après elle est dans sa chambre d'hôtel, 3 après elle plans est en dans studio avant de tourner le reste du film dans une forêt en Hongrie. Et ça va un peu vite. Et d'ailleurs, ça permet moyennement de camper les personnages, c'est un peu compliqué. Je disais, c'est un film, voilà. C'est pas un excellent film. Ah non, on a parlé de c'est- bien meilleurs films dans cette émission voilà, par le passé. c'est ça. Mais c'est pas une daube. C'est pas une daube pour autant. Et j'ai passé un moment plutôt sympa. D'autant que à certains moments, j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu sursauté à 2-3 petits moments. Ce qui est quand même assez rare. Dans la forêt, il y a 2-3 coups de pression. Ouais, dans la il y a des pénombre, petits coups de pression. sont Mais pas mal. tu me connais, hein, je suis un petit peu habitué. Enfin, on est habitué, hein, mais je suis pas. Normalement, ça va, je suis pas trop flippé. Là, j'ai sursauté à 2-3 moments quand même. Et donc voilà, et donc pour continuer avec l'histoire, Sarah part à la recherche de Jess. Elle trouve un mec qui est un journaliste australien, journaliste blogueur australien. Il y a des petits rapports. Toute ressemblance avec une histoire racontée dans cette émission serait totalement fortuite de notre part. Évidemment. Et donc, en fait, il s'avère que ce journaliste a aussi un petit peu l'intention de faire un article autour de son histoire, parce qu'il se rend compte que voilà, c'est une histoire. Et alors là... Un article buzz qui devrait c'est marcher. ça. Fantôme, forêt japonaise, c'est bien. Et il se passe un truc un peu bizarre à ce moment-là, c'est qu'elle raconte au monsieur le parcours de sa sœur et d'elle-même, en parlant bien du fait que ses parents sont morts, mais en mentant sur les causes de la mort. Alors, Oui, elle dit pas qu'ils se sont suicidés. non, en fait. elle dit exactement que ses parents rentrent, elles étaient gardées, sa sœur et elle, par la grand-mère, que les parents rentrent d'une soirée, je sais plus, d'un cinéma ou quoi que ce soit, et que en traversant la route pour revenir, ils se font écraser par une voiture, un chauffard. Et là, en parallèle de l'histoire qui est racontée, on voit pas du tout la même chose, mais plutôt le suicide des parents. Donc on comprend pas, il y a une dissonance entre du coup ce qui est raconté et ce qui est montré. Parce que ce n'est jamais Et- expliqué après dans le film et pourquoi voilà. elle a Jamais. menti là-dessus. Pourquoi elle a menti là-dessus? Pas Pour d'explication. nous montrer qu'elle est peut-être mal à l'aise avec le fait qu'elle essaie de le refouler peut-être. Parce Oui, que ça, mais c'est elle- ce qu'on peut retrouver à la fin du film, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle a enfui au Ah fond oui, d'elle oui. et qui se retourne contre elle à la fin du film. Bah oui, d'une certaine manière, c'est ça. Mais c'est pas, je sais pas, c'est pas tant refoulé parce qu'elle a pas de mal, elle a pas de mal à dire que c'est sa sœur qui a tout vu, que c'est, elle donne certaines parties de l'histoire qui sont nécessaires à la compréhension,
mais parce que enfin voilà quoi, sinon on comprend pas pourquoi la sœur et pourquoi ceci et pourquoi cela. Mais c'est un des trucs qui sont assez relous dans le film, globalement. Quoi. Et après ça ne reviendra pas, ce mensonge ne reviendra pas. En tout cas pas explicitement. Et du coup c'est un petit peu compliqué, mais bon voilà. Y a, à part ça, je trouvais qu'il y avait un petit peu un faux rythme, c'est-à-dire que ça démarre fort. Oui, vu que ça va très vite, un gros enchaînement. Au début, les premières secondes, elle est dans une sorte de rêve, on comprend pas, elle se réveille, elle parle à son mari, elle a le coup de fil, sa sœur a disparu, elle est au Japon. Enfin voilà, il y a un espèce de faux rythme. Moi je l'ai vécu comme ça. Et après, en effet, quand on est dans la forêt, il y a des petits moments, il y a des petits coups de pression, il y a des petits trucs comme ça. Mais ça se calme un petit peu. Et bon, dans les trucs, un peu cool aussi, il y a le fait que Nathalie Dormer joue bien. C'est vraiment une bonne actrice. D'ailleurs. Et elle a pas mal de charisme, elle a une tête assez particulière, mais qui du coup fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on la repère, elle a un visage quand même qui est... Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui est sur son visage, mais elle est facilement reconnaissable. Elles se font pas dans la masse des autres actrices. Je suis totalement d'accord. Je suis très fan de Nathalie Dormer. Ouais. C'est une des raisons qui m'ont poussé à regarder ce film, outre le fait que ça parlait d'Aokigahara, que j'aime beaucoup. Mais en dehors de ça, du coup, son personnage, Sarah, par contre, est un personnage un peu plat. Oui, la sœur, en même temps, c'est vraiment... c'est pas les aspérités qui font son intérêt. Sinon, dans les trucs que j'ai aimé rapidement, la forêt, les plans sur la forêt qui est luxuriante, qui est impressionnante, qui est un peu un personnage à part entière. Les doutes sur la personne qui l'accompagne, le journaliste. Il y a un garde forestier et un journaliste qui l'accompagne dans la forêt. On se fait pas trop de doutes sur l'honnêteté du garde forestier, on a beaucoup plus de doutes sur l'honnêteté du journaliste. Donc voilà, le film creuse pas trop, mais on comprend un petit peu. Et surtout, moi, je remercie ce film, puisque ça s'y prêtait vraiment beaucoup, à ne pas être en fan footage. Oui, parce que c'est vrai que l'histoire s'y prêtait. Bah, c'est vrai que tu vois forêt, truc mystérieux, il y a Blair Witch qui clignote en gros, ça projet Blair Witch, projet Blair Witch. Quelqu'un qui veut on peut immortaliser la chose, c'était hyper facile de faire du fan footage. Et c'est vraiment bien effectivement de ne pas avoir opté pour ça et d'avoir plutôt fait un film, on va dire, plus classique. Ce qui permettait d'avoir effectivement des jolis plans sur la forêt qui vit. Ouais. Ça, c'est chose qu'on n'aurait pas pu faire avec un fan footage. Non. Et puis, disons-le clairement, qu'on s'en avoir un petit peu marre des formats fan footage un petit peu ratés. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup ces dernières années, c'était une catastrophe. Donc, Et donc voilà, un film qui est très bien avec une pizza et des bières. Effectivement. Avec des potes. Moi, je le conseillerais, soirée, potes, bière, ou alors même un petit dimanche tranquillou avec un plaid. Tu sais, tu le regardes, il est sur Netflix. Donc, regarde-le sur Netflix. Il est sur tous les internets. Oui, il est sur tous les internets. Non, mais je veux dire, si t'as ton abonnement, t'es tranquillou, au lieu de te mater une série, tu te fais un petit The Forest, t'es pas mal, ça te prend quoi, 1h30, on est bien. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que tout est convenu au possible dans ce film. Oui, ouais. Le jeu d'acteur est convenu. Il n'y a pas grand chose qui ressort en fait. Ah, mais ouais, carrément, il n'y a rien. Y a rien n'est mauvais, mais rien n'est bon en fait. Et non, je suis là pour le coup. Et je faisais un geste de désapprobation, ce n'est pas du tout radiophonique ce qui s'est passé. Il y a vraiment. Enfin, moi je pense que dans une semaine par exemple, je l'ai oublié. Oui, bah, c'est ce qui m'est arrivé assez vite. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir passé un mauvais moment. Tu vois. Ah, mais non, mais pareil. Donc voilà. C'est ça, c'est le film pendant lequel tu peux faire autre chose. Complètement. Et du coup, ouais, c'est un peu dommage. On peut décemment pas le conseiller en tant que film d'horreur, bon film d'horreur, mais voilà, si vous avez rien à faire. En tant que bon divertissement, voilà. Voilà. Et il y a un autre film, alors que du coup, là, on n'a pas vu, qui est aussi sorti en 2016, si je dis pas de bêtises. Je crois, tout à fait. Et qui est pour le coup de Gus Van Sant. Et qui s'appelle, donc en français, Nos souvenirs, le titre original c'est Sea of Trees. Qui est en fait le nom de la forêt en elle-même, on dit la forêt d'Aokigahara. Ils appellent ça Jukai, donc c'est la mer d'arbres en fait. Donc oui, ils le disent dans The Forest d'ailleurs. C'est ça, donc Sea of Trees, littéralement la mer d'arbres. Qu'on n'a pas vu, on va le dire, on va pas mentir. Non, on l'a pas vu. On l'a pas vu, c'est avec Matthew McConaughey, Naomi Watts et Ken Watanabe. Et donc une pléiade d'acteurs pour le coup. Costaud, un casting ultra costaud, un réalisateur dans lequel on a confiance,
Et on a vu... Pour lequel tu as confiance. Ah ouais, j'ai complètement confiance. Moi, Vincent, c'est pour ça que je suis pas allé le voir, alors que pourtant, j'aime beaucoup tout le mythe autour de la forêt d'Aokigahara. Ouais. Je déteste le cinéma de Gus Van Sant. Ah bon? Voilà. Révélation. Ouais, je déteste ça. J'aime Alors, pas. J'aime bien. Je Alors, ne suis voilà. pas du tout réceptif. Donc du coup, je me Alors- suis dit non. Alors à titre personnel, c'est dommage, tu vois, j'en ai pas entendu parler avant parce que moi j'aime bien le cinéma de Gus Van Sant. Et ouais, comme je disais, je me suis dit en fait c'est celui-là qu'on aurait dû voir, limite. Non, c'est plus, c'est plus un drame qu'un film d'horreur. The Forest prend la partie, disons, accrocheuse grand public qui peut faire que ça peut fonctionner, le film peut fonctionner. Gus Van Sant, c'est un drame familial qui à mon avis est filmé de manière beaucoup plus tragique. Parce que, on va pas se mentir, même s'il y a un peu de tristesse dans The Forest, c'est pas tragique. Ça a du mal à nous porter vers le tragique. Et donc voilà, je m'étais dit qu'on pouvait enchaîner sur cet objet qui était la forêt. Bah, c'est vrai que la forêt, c'est un motif qu'on retrouve dans beaucoup de films, même dans les contes, dans le truc, avec toujours cette aura de mystère. La forêt, Ouais. c'est le mystère, quoi. Et donc ça marche dans The Ouais. Forest et on le retrouve dans beaucoup de films. Ouais, Beaucoup de bah, films du sont coup, sortis, quoi. j'avais, ça m'a fait réfléchir, parce que des fois, je réfléchis pour cette émission, tu remarqueras. C'est important. C'est important. Et donc, ouais, mine de rien, ce motif de la forêt qu'on retrouve, alors j'avais noté rapidement des films contemporains dans lesquels la forêt a une utilité vraiment très forte. Et j'avais pensé au village, enfin le village de Shyamalan, dont on a déjà parlé quand on avait parlé de Split. Le Split, tout à fait. Et qui là du coup a un objectif, la forêt, donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, sans vraiment spoiler, la forêt a un objectif en fait qui est social, de construction de communauté, puisqu'on est dans une petite communauté voilà, Qui est isolée au milieu de la forêt, en voilà, fait. qui est complètement isolée, qui n'a pas de connaissance sur la vie extérieure. Et en fait la forêt sert de mur d'une certaine manière, et les anciens, enfin il y a des mythes autour de cette forêt avec des monstres et tout qui empêchent cette communauté de sortir, mais qui du coup la structure. Et la forêt a un vrai rôle structurant de frontière en fait, on pourrait dire. C'est un peu une frontière. Il y a évidemment le projet Blair Witch, donc là l'intérêt est complètement différent, hein, puisque là c'est plutôt, on va dire, une déconstruction du parcours des personnes qui sont dedans, donc l'impossibilité de se créer des repères, le fait que tout dans la forêt est à la fois semblable et différent, enfin voilà, les contours un peu flous de la forêt qui font que on ne peut pas se créer de repères. C'est cette utilisation-là de la forêt qu'on trouve d'ailleurs dans The Forest. Non, comme exactement, ouais. endroit de se perdre, la perte de repères totale, et donc du coup se perdre également mentalement, parce que c'est ce qui arrive à Ouais. l'héroïne l'héroïne à la fin, ce qui arrive à Nathalie Dormer. Elle revit en fait la scène du meurtre de ses parents. Il y a un démon en fait qui l'accroche, et en pensant vouloir s'en débarrasser, elle se taille les veines, elle se suicide. Et ça, c'est donc il y a aussi un lien donc avec la désorientation dans sa tête. Si tu le prends en mode elle est devenue folle, mais il y a aussi le côté mystique de la forêt, où en fait on parlait des Yurei tout à l'heure. Les Yurei, donc les fantômes des âmes damnées qui se sont suicidés dans la forêt, peuvent en fait te faire ça. Ils peuvent pour te pousser à te donner la mort, te créer des fausses images, Ouais. te désorienter totalement, Avec un rapport avec le passé, là, en l'occurrence, exactement, donc, voilà. quelque Elles chose d'un agissent peu lourd en qui gros sur ton revient. cerveau. Enfin, voilà, ça, on dirait que c'est biologique quand je dis sur ton cerveau. Voilà, il joue avec ton esprit pour te faire croire des choses, et donc du coup c'est ce qui arrive à Nathalie Dormer. Elle se suicide en pensant vouloir se libérer. Ouais. Ce qui est aussi d'ailleurs une métaphore, c'est-à-dire que c'est le seul moyen de se libérer du fardeau du suicide de ses parents quand elle était jeune, et de ce qui lui pèse intérieurement, puisqu'elle le refoule pendant tout le film. En fait, c'était peut-être finalement de se donner la mort. Et surtout de manière... on retourne le problème, puisque la personne qui n'a pas vu... C'est elle qui n'a pas vu la mort de ses parents, enfin ses parents morts. Jess, qui au final, donc pour spoiler tout le reste du film, ne s'est pas suicidée, elle était dans la forêt, ça faisait 4-5 jours qu'elle y était, mais elle ne s'est pas suicidée. Et d'ailleurs, elle survit à la fin. Et elle survit. Mais du coup, la personne qui n'avait pas vu meurt. Enfin bon, on sentait qu'il y avait aussi un poids, une sorte de culpabilité du fait qu'elle avait laissé voir sa sœur, qu'elle n'avait pas vu. Enfin, il y avait mais complètement. D'ailleurs, transfert comme c'est ça ce qui qui l'a s'opérait. poussé à aller chercher sa sœur jumelle, Ouais. outre le fait que c'est sa sœur. Et à C'est prendre ça. soin d'elle en général. C'est
qu'elle la voit comme une personne blessée, Mm. alors qu'elle elle se dit qu'elle a pas le droit d'être blessée Ouais, autant que sa ouais. sœur, alors qu'elle l'a pas vue. Mhm. Et c'est très triste cette partie-là de l'histoire. Ouais. Mais je te laisse reprendre sur le motif Ça- de la forêt, parce que donc voilà, je t'avais coupé Ça- pour parler ouais, davantage de The Forest. C'est pas grave, c'est pas grave. Et lui, du coup, aussi Sleepy Hollow, auquel j'avais pensé, donc où là, la forêt a quelque chose de beaucoup plus mystique, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus opaque, de mouvant. C'est-à-dire que les arbres peuvent bouger, créer des chemins, défaire des chemins. Ça, et ça m'a fait penser, alors beaucoup plus largement, finalement, que c'est quelque chose qu'on retrouvait aussi dans Harry Potter, la forêt Oui, la interdite, forêt interdite. qui structure en fait Poudlard, le périmètre de Poudlard. Et qui marque en quelque sorte cette délimitation avec le monde des Moldus aussi. Oui, exactement. Ça Ouais. agit comme une frontière Mhm. et aussi comme lieu chargé de mystère, puisque Ouais. tu as toutes ces créatures étranges qu'il y a C'est ça, dedans, Aragog, les voilà. centaures. Dire que il y a pas dans Poudlard, il y a des fantômes et de la magie, mais voilà, ça reste relativement calme. En revanche, dans la forêt, c'est là que se réfugie Voldemort, c'est là qu'il y a les centaures, c'est là qu'il y a les trolls, c'est là qu'il y a les géants, c'est là vrai qu'il y a qu'il y a des géants. il y a les araignées géantes aussi. C'est là qu'ils mettent les dragons avant la coupe de feu aussi. Ouais, donc en fait, c'est le lieu où on accumule tout le mystique, où on enferme tout le mystique. Et oui, avec quelque chose aussi, un petit peu des licornes aussi, hein, il boit du sang de licorne, Voldemort, si je dis pas de bêtises, pour survivre. Tout à fait, le sang argenté Ouais, qu'on voit ah dans, oui, dans ouais. le premier. Et ouais, c'est vrai que dans Harry Potter, en plus, on retrouve vraiment ce côté très mystique dans le fait que la forêt est extrêmement sombre. Le soleil passe pas, comme à Okigara, où en fait tu as C'est ça. la végétation est tellement dense que le soleil a du mal à percer, quoi. Et ça, oui, c'est ça, ça m'amène à finalement cette petite conclusion rapide, hein, qui est de dire que finalement, qu'est-ce que c'est que la forêt? En dehors d'un amas d'arbres et de buissons, la forêt, du coup, c'est ce qui empêche de voir l'horizon. C'est ce qui empêche de voir plus loin. C'est ce qui bouche la vue, en fait, littéralement, dans ces films-là. Et en plus de ça, elle a un contour flou. C'est-à-dire qu'elle a un contour qui est indéterminé, qui est fait de l'amas d'arbres, voilà. Mais on n'arrive pas, c'est comme en photographie, il y a ce qui est, je sais plus quel terme ils utilisent, mais il y a ce qui est net dans les contours, qu'on retrouve dans les photos de type architecture des bâtiments, et puis il y a les contours qui sont dits indéterminés, qui sont dits flous, qui sont, je sais plus exactement quel terme ils utilisent, et la végétation en fait partie. La végétation en fait partie, et en fait là on le retrouve bien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir la forêt, comme ça. On ne peut pas saisir tout, on peut voir un arbre, mais on peut pas saisir toute la forêt. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qui entrent en compte. Il n'y a pas de géométrie, c'est irrégulier, il y a l'impossibilité, comme on disait, d'avoir des repères fiables. Et du coup, ça c'est utilisé un peu comme, en plus là dans The Forest, comme une métaphore, hein, parce qu'il y a le sentier balisé sur lequel on est en sécurité. Mais si on sort de Ça ce nous renvoie sentier... au conte, en fait, aussi. Ça Ouais, nous renvoie exactement, aussi ouais. au petit chaperon rouge, Complètement. où la mère lui dit pour aller voir ta grand, tu restes vraiment sur le sentier, et le loup essaye de l'en détourner. Bizarrement, si elle reste sur le sentier, le loup, ça va. Mais si elle va dans la forêt, c'est le domaine d'autre chose, en fait. C'est plus le domaine de l'humain, je sais pas, c'est le domaine d'autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement repris, mine de rien. Et j'ajouterais à ça que dans The Forest, un des trucs que j'ai aimé, c'est ces plans sur la forêt qui, en fait, donnent très peu de place au ciel en général. C'est-à-dire qu'on voit très peu, à partir du moment où on sort de Tokyo pour aller dans la forêt, ce qui arrive au bout de 20 minutes de film, on ne voit que très peu le ciel. Ouais, il y a Très un peu. sentiment d'étouffement. Ouais. Paradoxalement, sur les plans de Tokyo, un peu moins, alors pourtant c'est une ville qui est extrêmement resserrée. Bah, sa chambre d'hôtel domine complètement la ville de Tokyo. Elle a une vue C'est assez dégagée. aérien, en fait. Ouais, la ville est assez aérienne. En revanche, on descend d'un cran dans la forêt, on est à taille humaine, et là on voit plus le ciel. Comme Et si t'étais même, plus libre dans la ville. Ouais, que, presque. En que tout dans cas, la nature, quoi. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et même les plans paysages, les plans un peu panoramiques, on voit la forêt, mais c'est des plans qui sont centrés sur la forêt. Même si elle est vue d'un peu plus loin, on voit la forêt, on voit très peu le ciel, on sait même pas s'il fait beau, pas beau, jour, pas jour. C'est vrai qu'il n'y a pas de météo dans le Non. film, on est tout le temps dans une espèce de semi-obscurité assez sèche. Ouais, c'est ça. Et voilà, ça participe, hein, ça rajoute au sentiment d'oppression. Et à finalement, ce qu'est ce personnage un peu
dans ce film la forêt, c'est-à-dire c'est un oppresseur. La forêt, c'est un oppresseur. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, comme je disais, dans pas mal de films. Le sentiment d'oppression donné par la forêt. Ouais. Même plus largement, je disais avant d'enregistrer, hein, mais dans Le Seigneur des Anneaux, quand on traverse une clairière ou un champ dans Le Seigneur des Anneaux, c'est pas mystique. Oui, alors que dès que tu rentres Alors dans les que arbres... quand on rentre dans la forêt, c'est là qu'ils se font poursuivre par... comment il s'appelle Le monsieur ours. Monsieur Ours. Ah non, je parlais du Hobbit, pardon. Ah non, c'est le Qui en fait dans est le gentil. dans Le Seigneur des Anneaux, dans le premier, c'est les Cavaliers Noirs. Comment ils s'appellent? Oui, les Nazgûl. Les Nazgûl, voilà. Nazgûl. Et les Nazgûl. Et on voit la forêt qui se déforme avec lui, on voit... Enfin, et ça, il se cache, tu sais, il se cache sous une espèce de racine. Oui, ça. Ouais, il y a ce côté un peu mystique. D'ailleurs, il y a des insectes qui commencent à leur monter dessus. Il y a aussi ça, il y a aussi le fait que non seulement dans la forêt on voit pas le ciel, mais on a du mal à distinguer ce qu'il y a dans le sol. Oui, souvent. en fait, t'es pris au piège de partout. T'es pris au piège au-dessus, en dessous et sur les côtés. Et ça, il y a pas tant de lieux finalement dans la nature comme ça. Mais ça, c'est pas que métaphorique, parce qu'en fait, même en vrai... Non, c'est physique, enfin, quoi, voilà, ouais. c'est physiquement, dans une forêt, t'es comme ça, quoi. Mhm. Les mecs qui sont à Okigara... j'ai hors vu- du sentier. Bien Oui, sûr. hors du sentier, ouais. J'avais vu la vidéo du grand JD qui a passé une nuit, enfin qui a essayé de passer une nuit à Okigara, Mhm. où en fait il te fait comprendre que ce qui est hyper malaisant, c'est l'ambiance du truc, quoi. Mhm. C'est que t'es au milieu, il y a strictement rien, et le moindre bruit devient instantanément un peu suspect, quoi. Et donc lui, donc je spoil un peu la vidéo pour les gens qui l'ont pas vu, lui finit par se barrer en pleine nuit après avoir entendu un gros bruit. En fait, il entend après, en écoutant les bandes son de ce qu'il a enregistré, que c'était sûrement en fait un animal qui était pas loin. Parce que ça, c'est aussi un truc dont on parle assez peu sur le côté sur les forêts. C'est le danger que peuvent représenter aussi les animaux. Parce qu'il n'y a pas que le fait de se sentir perdu. En fait, je veux dire, tu peux aussi très bien tomber sur un sanglier, par exemple, qui peut juste maraver ta tronche. Ah, ça on connaît, hein, les sangliers. Ah, les sangliers, Andromardèche, hein. Andromardèche, mais c'est pas le sujet de la forêt. Enfin quoi, nos forêts sont parfois très inquiétantes également, Andromardèche. Est-ce que nous avions autre chose à dire sur ce film, mon cher Charles? Sur le film The Forest. Pas grand-chose, Précisément. j'imagine, hein, qu'il n'y a pas Si. grand-chose à en dire sur The Non, Forest. il y avait tout ce qui était lien avec le folklore, Oui, finalement. C'est vrai qu'il y a un peu de lien avec le folklore dans le film. Même si c'est un film très américain. Ouais, oui, voilà, complètement. c'est hyper ricain. Hein. Ouais, Enfin, ouais. voilà, en fait, c'est juste C'est bête et méchant. le fait que ce soit à Okigara, c'est l'exotisme. Hein. Il y a juste, c'est juste ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quelques liens avec le folklore, notamment le fait qu'il y ait déjà ça parle japonais, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a certains c'est films, vrai, voilà, c'est genre vrai. tu regardes The Grudge par exemple, ça parle quasiment pas japonais. Ça parle japonais, mais tout le monde est en capacité de parler l'anglais. Oui, voilà, un peu comme dans Ghost in the Shell où tout le monde comprend Takeshi Kitano alors Oui. qu'il Alors, parle japonais. en plus, tout le il monde s'en parle met anglais. pas, ouais, c'est vrai. Ils sont C'est génial. bat la race complet. Mais ouais, non, c'est l'élément du folklore moi que j'ai retrouvé le plus, c'est justement les Yurei déjà, on en parle dans le film. Ouais, ils sont nommés. C'est-à-dire que voilà, on dit que ces esprits qui flottent dans la forêt. Et tu as aussi, voilà, à la fin, ce que je disais, le côté, on soupçonne que c'est un Yurei qui lui embrouille la tête et qui lui fait penser à tout ça, dans le but de la faire se suicider. Donc ça, on rejoint une autre théorie qui est sur la forêt d'Aokigara, qui est que, donc t'as les gens qui y vont pour se suicider, genre c'est avant même d'y aller, c'est bon, Ça, j'y vais, ouais. voilà. Et ceux qui sont dans la forêt et qui se font embrouiller par les esprits et qui finissent par se suicider alors que c'est pas du tout leur intention première. Et donc ça, c'est ce qui arrive en fait à Nathalie Dormer dans le film, quoi. Ça, puis, comme j'ai noté, et évidemment, c'est impossible de passer à côté. On est dans un film au Japon, on voit des écolières japonaises. Ah mais ça, c'est forcément, c'est dans le package, voilà. C'est ça. Avec la tenue d'écolière. Voilà, la machin, tenue tout ça. d'écolière classique. D'ailleurs, avec des personnages secondaires à ce titre qu'on croise et qui sont insipides. Il y en a que je pensais retrouver Ouais, plus mais loin dans la forêt, mais même pas. en fait, tout le film tient sur Nathalie Dormer et sur le journaliste, et encore, Et Pas encore, tant que ça. j'allais dire, tient je principalement plus sur la tête Nathalie qu'il Dormer. a. Donc si vous aimez bien Nathalie Dormer, ça devrait aller. Par contre, si vous avez un problème avec Nathalie Dormer, il faut pas le regarder, quoi. En vrai, le meilleur truc de ce film, c'est un peu son affiche. L'affiche est vraiment L'affiche belle. est très stylée, mais, Très cool. mais ça s'arrête un peu là.
Bah, Non, ah, sans être non, trop non, méchant. non, Non, soyons pas c'est- trop méchant avec le film, parce que le ouais. film est, voilà, il est correct. C'est regardé, Ça va. c'est vrai. On a vu des daubes Oui. vraiment atroces comparées à ça. Notamment le remake de Terreur sur la ligne. Je vous renvoie à notre deuxième numéro d'Inspiré de faits réels, qui était un carnage total, et qui est lui aussi disponible. Putain, on va croire que vraiment j'ai des parts, mais non, c'est juste que je suis abonné et que j'ai vu qu'il était dessus. Mais c'est- Le remake de Terreur sur la ligne est disponible sur Netflix, et si Mais vous voulez rigoler en buvant des bières, c'est parfait. C'est ça qu'en fait le problème quand on a Netflix, c'est qu'on regarde que les trucs qui sont sur Netflix. Non. Et comme les trucs qui sont sur Netflix sont relativement moyens, T'es dur. Je te rappelle qu'ils vont passer le prochain film de Bong Joon-ho, qui va passer au cinéma aussi. Hein. qui va passer au cinéma, et d'ailleurs ça pose pas mal d'emmerdes Bah non, aux ce qui, distributeurs. non, ce qui passe, c'est le distributeur qui a demandé qu'il passe au cinéma. Attention, Mais du coup, il va passer sur. Du coup, il va passer sur Netflix, mais Ouais. les distributeurs ont obtenu qu'il passe au cinéma. D'accord. Donc du coup, Oui. on va complètement exploser la temporalité des œuvres en France. Parce que normalement, tu peux pas le diffuser sur un Il y a une service date, en ligne. exactement. Tu pointes un bon truc, c'est-à-dire que normalement sur les services de vidéo à la demande, il y a 3 ans de délai avant de pouvoir diffuser un film en salle. Avant qu'un film en salle soit diffusable sur les plateformes de VOD. Et donc là, à l'occasion du Festival de Cannes, comme tu le rappelais, donc le dernier film de Bong Joon-ho est distribué par Netflix. Ça s'appelle Okja, qui a l'air très Ouais. bien d'ailleurs. Hein. Donc pas en salle, et les distributeurs, c'est la fédération française des salles de cinéma, quelque chose comme ça, qui ont dit ok, donc on présente un film au Festival de Cannes Qui n'est pas au qui cinéma. n'est pas au cinéma. Ce qui est dérangeant. Et un en peu. fait, en fait, le modèle de distribution en soi, c'est pas que ça les emmerde, c'est que on regarde littéralement un film sur un petit écran, et que on dira ce qu'on voudra, hein, mais c'était Godard qui le disait très bien, mais au cinéma, voilà, le son est de meilleure qualité, il est réglé d'une certaine manière, l'image est d'une certaine qualité, elle est aussi réglée d'une certaine manière, et ça, quand un film est produit, c'est pour être diffusé à la base Dans les salles. dans les salles. Le fait qu'on ait accès à un cinéma, un film, pardon, je vais y arriver, qui ne soit pas diffusé dans les salles de cinéma et qui soit diffusé du coup aux abonnés de Netflix, en vrai ça pose un certain problème, en effet, de ne pas considérer... En fait, c'est plus un film de cinéma, tout simplement. C'est plus des films de cinéma, c'est des téléfilms en quelque sorte. Bah, ouais, c'est pas. Enfin, Et oui, c'est c'est plus un Il n'y a film pas de de statut cinéma. particulier parce que c'est pas vraiment un téléfilm dans la mesure où, bah, en fait, il passe pas vraiment à ce qu'on appelle la télé Télévision, traditionnelle. mais on le regarde que sur la télé. Donc, ou sur ton ordinateur ou sur Sur ton smartphone. l'ordinateur, ouais. Oui, Bon, après, encore sur ton pire. smartphone, c'est plus compliqué. Il y a des séries qui se mettent bien Ouais, sur le ouais. smartphone. J'ai testé de regarder un Fast and Furious sur smartphone, c'est compliqué. C'est-à-dire que Disons les t'es explosions ambitieux, prennent tout ton écran. Tu vois plus rien. Tu vois qu'il y a des explosions. C'est ça. Tu vois un Vin Diesel en tout petit. Très rigolo. Des grosses explosions. Ah, Donc, mais ouais, ouais, voilà, non mais c'est important. Ça pose on pas mal parle de questions sur est-ce que cette législation sur la temporalité des films en France Ouais. peut encore fonctionner. Mm. Enfin, c'est Oui, parce que le Netflix est basé sur le fait qu'il diffuse des choses, voilà. Mais après, est-ce que du coup un film, enfin c'est compliqué, hein, mais est-ce que un distributeur comme ça, du coup, peut présenter des films en compétition, parce qu'à la limite, que les films soient diffusés que sur Netflix, c'est absolument pas un problème. Ce qui est compliqué, c'est que du coup les réalisateurs, enfin certaines personnes ont les deux prétentions, c'est-à-dire diffuser un film sur Netflix et qu'il soit présenté en festival. Et à ce moment-là, ben, c'est ce qui était arrivé, je me comprendre, souviens, avec le film d'Abel Ferrara sur l'affaire DSK, Ouais. qui avait été en VOD et ils avaient voulu le sortir dans certaines salles. Ouais, mais là, je crois que le film était tellement mauvais que personne n'avait voulu, c'est ça. Voilà, en fait, personne n'est vraiment. Tandis que Okja, on peut supposer que ce sera Ça pas a l'air mauvais. vachement bien. Ouais. Enfin voilà, on rappelle à nos auditeurs que nous avons fait un épisode précédent sur Memories of Murder de Bong Ouais. Joon-ho qui est très bon. Donc là, Okja, c'est son prochain film qu'on a hâte de voir, qui est en sélection officielle à Cannes. Mm. Et qui a l'air d'être tout simplement de la bombe. Mais voilà, j'espère juste qu'ils vont pas décaler la sortie sur Netflix Non, je crois pas. à cause de la sortie en salle. Non, mais alors aux dernières nouvelles, c'était censé sortir début juin. Je crois que c'est maintenu à début juin pour l'instant. Après, ça dépendra peut-être de ce qui se passe à Cannes, hein, ceci dit. Oui, s'il est primé à Cannes, c'est sûr qu'il sort en salle. Mm. C'est sûr. Ouais, après il faut voir parce qu'il y a différents types de contrats. Il y a les contrats de type nationaux, enfin je sais plus comment c'est nommé, mais il y a les contrats où voilà, ça sort dans
plein de salles en France et tout. Et il y a avec une durée qui est choisie par les gens qui tiennent les salles. Et il y a un deuxième type de contrat qui est des contrats qui sont des contrats locaux pour des distributions de 6 jours, je crois, et un nombre de diffusions limité durant ces 6 jours. Et je crois que Okja s'oriente vers ce type de contrat-là pour qu'il, en fait, tout simplement pour qu'il soit présenté et peut-être primé à Cannes. C'est-à-dire qu'il y a aussi la peur du fait que s'il n'est pas diffusé au cinéma, le jury le regarde et puis se disent ok, c'est sympa votre film, mais il n'est pas diffusé au cinéma. Donc ils vont peut-être le diffuser au cinéma sous ce type de contrat-là pour qu'il ne soit peut-être pas complètement rejeté non plus. Mais il me semble que c'est... Et puis cet épisode est parti d'une forêt mystérieuse au Japon pour partir sur des délires de production aux États-Unis. Socio-économie, des industries culturelles. Écoute, pourquoi pas, hein, si on a appris quelque chose à certains de nos auditeurs, ouais. J'ai appris des choses que je ne savais pas sur le circuit, donc je pense que beaucoup de gens seront peut-être dans mon cas, ne sauront pas tout. Donc je pense qu'il est peut-être temps de leur dire à la prochaine, non ? Ah ouais, déjà, on a déjà parlé, tu vois le compteur tourner ? C'est ça ? C'est toi qui as les yeux rivés sur le compteur ? Oui, écoute, ça me semble pas mal. Pas mal, ok. Bien. On va je pense qu'on est allé en profondeur dans The Forest, peut-être même trop par rapport à ce qu'était le film. En tout cas, je suis content d'avoir parlé de la forêt d'Aokigahara parce que c'est vraiment un lieu dont on parle peut-être pas assez et qui est pourtant chargé de mystère. Donc c'est assez intéressant, peut-être parce qu'il est au Japon, tout simplement, et que c'est un peu éloigné de nous. Puis l'histoire est un peu sordide quand même derrière aussi. C'est pas facile, je trouve. Enfin, c'est quand même un endroit où les gens se suicident, quoi. Oui, et d'ailleurs, ce phénomène est fou, quoi. Enfin, ouais. En même temps, il y a un truc qui est je sais pas si c'est spécifique au Japon ou c'est l'imaginaire qu'on s'en fait, mais le fait comme ça de se cacher pour mourir... Enfin, il y a un truc, je sais pas, de pas embêter ses proches, c'est horrible, mais de se séparer de sa famille, de se séparer de tout et de pas vouloir être retrouvé, enfin c'est... ça active un imaginaire. On l'a pas dit avant, mais il y a des gens qui planifient tout avant, qui règlent toutes les dernières affaires et qui y vont. Et après, il y en a d'autres, c'est l'extrême inverse, c'est juste ils y vont, ils ont encore... C'est pour ça que je parlais des pilleurs dans l'histoire qu'on a racontée. Ça, c'est vrai, hein, il y a des gens qui partent, ils ont encore leur portefeuille où il y a encore des billets, où il y a encore des cartes bleues, où il y a encore des choses comme ça. Donc du coup, les pilleurs arrivent et vont littéralement voler des morts, ce qui est péché, c'est pas bien. Mais l'histoire, c'est pour ça aussi que je pense que ça prend que moyennement, enfin ça prend dans la pop culture quand même, mais pas dans l'ampleur de la mysticité du lieu, on pourrait dire. C'est que c'est quand même sordide. Ah, c'est très très sordide. Vraiment sordide. C'est assez difficile, je trouve, mine de rien. Et, c'est un des rares lieux qui est à ce point autant marqué par la mort, quoi. Ouais. Et par une mort, enfin qui est pas, je sais pas comment dire, autorisée, étatique. Dire qu'il y a les hôpitaux, il y a plein d'endroits comme ça. Oui, mais, parce qu'on en a parlé dans les épisodes précédents, des hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux où il y avait la tuberculose, ce genre de choses, où il y a eu beaucoup de morts au même endroit, mais c'était pas volontaire, les gens étaient malades, quoi. Alors que là, c'est des suicides, quoi. Donc c'est dur, quand même. On va se quitter sur cette belle note. Ouais, cette belle note d'espoir. Mais du coup, on regardera le film de Gus Van Sant. Parce que... Tu regarderas le film de Gus Van Sant. T'es à ce point fermé à ce réalisateur. Non, mais tu peux... Non, mais allez, si ça peut te faire plaisir. On regardera... Ah oui, ça me fait plaisir. On regardera... c'est quoi le titre français ? Je crois que c'est un truc un peu nul, Nos souvenirs. Voilà, parce qu'ils pouvaient pas l'appeler La mer d'arbre. Ouais, La mer d'arbre, c'était trop compliqué. Voilà. Puis Sea of Trees, personne ne comprend. Tu vois, on appelle des films américains Happiness Therapy en France, mais Sea of Trees, on comprend pas. Oui, c'est vrai ça. Non, mais c'est absurde. Il y a beaucoup à dire sur l'absurdité de la traduction. C'est pas un very bad trip. Mais le very bad trip, même le The Departed et Les Infiltrés. Enfin, moi, si ça m'a choqué quand. The Departed, c'est les défunts, je crois. Ça veut dire les défunts. Et le film passe des défunts aux infiltrés. Bah, en même temps, ils sont infiltrés. Donc voilà, c'est bon. Donc ça marche. Enfin bref. Bon, bah du coup, je pense que c'est le moment de se quitter. Ouais, c'est le moment de se quitter. On retrouvera nos auditeurs dans un mois pour un nouvel épisode. Oui. En attendant, il y aura Tristement Tragique qui va arriver. Hein. Vous connaissez notre deuxième émission qui est beaucoup plus YOLO, beaucoup plus LOL, beaucoup plus on boit des bières, on raconte des conneries. Ça ne nous empêche pas de boire des bières déjà pendant un Spirit fait réel. Oui, mais beaucoup Mais moins. on le dit pendant Tristement Tragique. Et puis surtout dans Tristement Tragique, parfois on entend le petit bruit. Parce qu'on en boit pas mal pendant Tristement Tragique. Alors l'abus d'alcool est évidemment
Voilà, Comme on dangereux dit pour la déjà, santé. Dangereux pour la santé, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est pas bien. Dangereux pour l'humeur. Faut vraiment terminer cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page, Inspiré de faits réels. et sur Twitter, @IFR Podcast. Exactement, vous pouvez également nous retrouver sur SoundCloud, sur iTunes, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des notes, des avis, et vous pouvez aussi nous retrouver sur tous ces réseaux sociaux-là, et sur vos applications de podcast aussi. Ouais, et n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, nous faire coucou, nous conseiller des films, Bah tout à fait, ouais, ça nous c'est dire une ce que très bonne vous idée. avez pensé des émissions, et voilà. On est très ouvert sur tout type de retour. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nous sur l'avis Aussi. qu'on a sur certains films, n'hésitez Ouais. pas aussi à nous le dire, on veut C'est vrai toujours qu'on entendre ouais. ce que vous avez à dire là-dessus. On a des avis un peu tranchés. Si hein, vous arrivez à mais- défendre le remake de Terreur sur la ligne, par exemple, j'ai hâte d'entendre vos arguments. C'est- Ou si vous avez profondément détesté un film qu'on a adoré, Ouais. pourquoi pas aussi. Venez nous clasher. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait comme film qu'on a profondément adoré? Black Christmas, qu'on a Black beaucoup Christmas, aimé, bah ouais, qu'on Black avait énormément Christmas. aimé, Memories of Murder, qu'on avait beaucoup aimé. Ouais, bah ouais. Enfin voilà, tous nos épisodes que vous pouvez retrouver sur SoundCloud, sur iTunes et sur vos applications de podcast. Voilà. Mm. À bientôt. À bientôt et bisous bisous. Bisous bisous.